Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation à notre podcast. C'est moi qui vous remercie de m'inviter. Je vous ai découverte il y a peu de temps grâce à une conférence TED que vous avez donnée il y a quelques années nommée La classe renversée. Et j'ai ensuite découvert votre livre publié aux éditions Ellipse qui expose en une centaine de pages cette innovation pédagogique que vous avez vous-même expérimentée et qui invite à changer de posture et ainsi à responsabiliser et rendre encore plus actifs les élèves. J'ai bien évidemment trouvé cela brillant et il me semblait ainsi essentiel de vous entendre au micro de notre podcast. Pour vous présenter brièvement, vous êtes vice-président innovation de l'Université catholique de Lille, enseignant-chercheur et surtout un passionné de nouvelles formes de pédagogie, allant même jusqu'au management en entreprise. Qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a tant donné envie d'innover d'un point de vue pédagogique ? Ça c'est la première et bonne question. Je sais pas vraiment ce qui m'a donné envie d'innover. Ce que je sais, c'est que pendant presque 25 ans, j'enseignais de manière classique, tout à fait normale, je dirais, des cours magistraux sur l'estrade devant mes élèves, soit dans des petites salles de classe ou dans de grands amphis avec des centaines d'étudiants. Et j'avais beaucoup de plaisir à le faire et j'ai toujours du plaisir à le faire de manière classique, mais j'innovais déjà. Lorsque j'avais 1 heure de cours ou 2 heures de cours, ça m'arrivait 5 minutes par-ci ou 5 minutes par-là pour créer un peu plus de dynamisme dans la classe, de surprendre un peu mes élèves, de poser des questions, de leur faire des choses un peu bizarres déjà, mais seulement pendant 2-3 minutes, pas plus, parce qu'après le cours classique reprenait le dessus. Et puis c'est seulement il y a une dizaine d'années, un peu moins, que je me suis décidé à passer plus de temps à innover qu'à faire cours classiquement. Et alors, vous avez innové avec la classe renversée. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi cela consiste ? Au début, je n'avais pas appelé ça la classe renversée. L'idée au départ, c'était que je voulais que mes étudiants soient plus acteurs, un peu moins consommateurs, parce que à l'université, mais je pense que c'est la même chose dans d'autres types d'établissements. Il y a beaucoup d'élèves qui sont consommateurs, donc qui écoutent le prof sagement, qui prennent des notes, qui essayent d'enregistrer le maximum de choses pour le retravailler chez soi. Enfin, en tout cas, c'est souvent ce que j'observe. Et ça m'arrivait de passer 1 heure de cours assez agréable d'ailleurs, mais avec l'impression que je faisais une dictée en fait. Et donc, comme j'essayais de passer des films, travailler au tableau, de passer des PowerPoint, même en mettant du dynamisme dans le cours magistral, je m'apercevais que 90% des élèves grattaient, quoi. Et à la fin, quand on veut se reposer un petit peu, reprendre son souffle, puis de leur demander est-ce que vous avez des questions, on s'arrête au bout d'une demi-heure ou de 20 minutes, et qu'il n'y a pas beaucoup de questions ou très peu. Il y a un moment, on se dit c'est un peu dommage de pas les rendre plus acteurs. Donc je me suis dit pourquoi pas inverser les rôles. Et l'idée de la classe renversée au départ, c'était le do it yourself, faites-le vous-même. Donc je me suis dit peut-être que la meilleure façon de les rendre acteurs, c'est de leur demander de tout faire. Comme ça, c'est moi qui vais me reposer entre guillemets. Mais c'est pas tout à fait comme ça que je leur ai présenté. Je leur ai dit la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner, donc vous allez me faire le cours. Et la première année, je me souviens, c'était un peu bizarre. Enfin, c'est bizarre chaque année, mais la première année, ça l'était parce que quand ils m'ont répondu oui, mais enfin, comment est-ce qu'on peut faire cours nous-mêmes alors que c'est vous le prof et nous, on n'a pas la connaissance. Je leur ai juste dit, c'est possible, on va le faire, mais j'avais pas de point de repère. Alors que maintenant, c'est plus facile pour moi parce que je fais ça depuis 8 ou 9 ans et donc pour les rassurer, leur expliquer un peu la méthodologie, j'ai plus de confort. Mais ceci dit, là, dès la première année, on les a mis en situation et ils ont été capables, en se connectant, en travaillant avec des méthodologies, des exercices que je leur ai proposés, de construire les chapitres. Donc j'aurais dit faites le cours vous-même. Donc c'est ça la classe renversée. Les élèves deviennent le prof et le prof devient l'élève. Et donc mes étudiants construisent le cours. C'est eux qui écrivent le cours sur des plateformes collaboratives. Ils construisent le cours, ils construisent les exercices, ils organisent beaucoup de choses. Et le jour de l'examen, on va utiliser leur production. Donc le jour de l'examen, on travaille avec leurs cours, avec leurs questions. Et moi, pendant les séances, je les aide à construire les chapitres. Et comme je suis devenu l'élève, je leur pose des questions. Et vous comprenez vite que lorsqu'ils produisent des choses, je dirais, de bonne qualité, correctes, je leur pose pas de questions sur ces parties-là.
Par contre, quand il y a des erreurs, des incompréhensions, je trouve que c'est pas forcément clair, ben je lève le doigt et comme je suis le seul élève de la classe, je suis toujours interrogé, quoi. Et donc voilà. Et donc quand je leur pose des questions, ils comprennent que là, par contre, il y a des choses à revoir peut-être, parce qu'ils ont des difficultés à m'expliquer, ils ont des difficultés à répondre à mes questions, puisque ce qu'ils ont produit n'est pas forcément ce que j'attendais. Donc voilà. Et puis pour terminer, je dirais ce qui est un peu humoristique dans la classe renversée, c'est que j'ai plus de copies à corriger à la maison. Donc quand je rentre chez moi, par contre, j'ai des devoirs à faire. Puisque ce sont eux qui produisent les questions, ben moi je fais mes devoirs et ils corrigent mes réponses. Donc les étudiants vous donnent des devoirs? Oui. Parce que ils construisent le cours. Par exemple, si un chapitre s'appelle expliquer les mutations génétiques, ou un autre chapitre se nomme comment fonctionne tel gène ou tel chromosome, alors ils répondent à la question. Donc ils vont m'expliquer le fonctionnement d'un gène et ils vont poser des questions. Et moi je réponds à ces questions. Donc au départ, quand j'expliquais ça à mes collègues, ils trouvaient ça un peu bizarre, hein, en me disant mais quel intérêt de demander à des élèves de poser des questions à un prof. Et alors je leur répondais demande à mes étudiants, tu verras bien leurs réponses. Et eux de répondre c'est compliqué d'interroger un prof parce que d'abord il faut connaître le cours, ensuite il faut être capable de construire la question, de faire un barème, et puis il faut corriger le prof parce qu'on ne sait pas si ce qu'il va répondre est bon ou faux. Et en même temps, je dirais, si vous imaginez que comme mes étudiants travaillent en équipe, dans ma classe, il y a 70 étudiants, hein, donc c'est une classe avec 70 élèves. Et donc je fais des équipes de 6, donc j'ai 11 ou 12 équipes, et les équipes construisent des chapitres, construisent des questions, mais elles travaillent avec moi, mais elles travaillent entre elles aussi. Donc par exemple, vous pouvez imaginer que l'équipe 1 construise le chapitre 2, écrivent des questions, envoient les questions à l'équipe 3 répond à l'équipe 1, et c'est l'équipe 4 qui corrige les questions. Donc vous voyez le travail, c'est-à-dire que avec toutes ces méthodologies, on peut faire travailler toute la classe de manière très active, parce que c'est pas juste le prof qui parle et les élèves qui posent des questions. Donc un étudiant dans un groupe peut construire un chapitre, produire des questions, répondre à des questions d'un autre groupe, voire corriger les questions d'un autre. Donc par exemple, vous pouvez imaginer que l'équipe 1 interroge l'équipe 2, et que les réponses de l'équipe 2 sont corrigées par l'équipe 3. Donc l'équipe 3, elle doit comprendre les questions de l'équipe 1 et analyser les réponses de l'équipe 2. Donc ça veut dire qu'on crée un dynamisme dans la classe qui n'existe pas dans une classe normale. Ah, c'est incroyable. Et tout ça, ce qui est original, c'est parce que tous mes exercices, tout ce que je fais, il n'y a rien d'original. Ça, on peut trouver ça partout. Par contre, ce qui est original, c'est que ça se passe pendant le cours magistral. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous décrire, c'est pas des exercices de genre travaux dirigés, travaux pratiques. C'est-à-dire que c'est pas une fois que les étudiants ont vu le cours, ils vont tester en exercice. Non, on fait ça pendant le cours. Donc ce qui est original, c'est que ces exercices de mise en situation vont permettre aux élèves d'acquérir du savoir. Alors que normalement, dans les exercices, on vérifie juste s'ils ont appris leur cours. Oui, c'est ça. Et comment est-ce que vous vous assurez qu'ils ont accès à du contenu de qualité pour produire leurs cours ? Déjà, ils doivent référencer, c'est-à-dire quand ils vont. Moi, par exemple, je permets le copier-coller. Je leur dis le copier-coller, c'est vraiment un outil intéressant, mais il faut l'utiliser intelligemment. C'est-à-dire que, alors ça offusque un peu certains de mes collègues qui trouvent que le copier-coller c'est une catastrophe. Il y a même des établissements qui achètent des logiciels anti-plagiat, alors que moi je dis souvent de manière humoristique aussi que si on interdisait le copier-coller dans l'éducation, les premières victimes, ça seraient les profs. Bah oui. Parce que ce sont eux qui utilisent plus le copier-coller que les élèves. Et donc, mes étudiants utilisent le copier-coller de manière intelligente. Ça veut dire que je leur dis, vous pouvez copier-coller tout ce que vous voulez, mais il faut que ce soit de petite taille, c'est-à-dire que seulement quelques phrases, et que vous les ayez comprises toutes. Autrement dit, dès qu'un copier-coller est un peu trop ample et qu'il est incompris par les autres, ce qui se passe, c'est que une équipe va copier-coller, par exemple, 15-20 lignes. Les autres équipes ne comprennent pas, alors elles vont surligner en jaune de manière automatique. Donc plus vous abusez du copier-coller et plus c'est surligné par les autres équipes, plus ça veut dire que ce que vous avez copié-collé est incompréhensible. Donc les élèves utilisent du copier-coller, je dirais de petite taille et intelligible. Ils référencent, c'est-à-dire que si vous comprenez pas ce qu'ils écrivent, vous allez en bas de la page, vous cliquez sur le lien ou la référence et vous retrouvez le document source. Et donc ça les oblige aussi à avoir une attitude de chercheur. Bien sûr. Et pas seulement de consommateur.
Alors évidemment, moi mes élèves sont en 3e année de licence, donc ils ont déjà 20 ans, 21 ans. Mais on peut utiliser ces façons de travailler avec des élèves beaucoup plus jeunes en leur indiquant par exemple des sources, en leur disant on peut leur donner des sources papier ou des sources numériques, on va dire, mais vous pouvez simplifier la démarche si vous trouvez que vos élèves n'ont pas l'autonomie nécessaire pour aller chercher par eux-mêmes. Et dans votre travail de préparation, vous vous préparez une grille ou une liste d'acquis qu'ils sont censés avoir balayé pendant toute la préparation du cours? Alors, je fais pas comme ça. C'est vrai que je pourrais le faire, hein, mais à l'université, on nous demande de contrôler des niveaux de connaissances. Donc moi, il y a du contrôle continu et puis il y a des examens. Donc je vérifie ce qu'ils sont capables de me rendre en termes de connaissances. Pendant le contrôle continu, je les interroge par équipe et pendant l'examen, ils sont interrogés de manière individuelle. D'ailleurs, cet après-midi, je leur fais passer un examen blanc et la semaine prochaine, ils ont l'examen réel. Et donc, je vérifie les niveaux de connaissances. Ensuite, j'ai une grille. J'utilise un fichier Excel pour les noter pendant tout le semestre. Donc, en fait, je vais leur attribuer des points et ils vont donc s'enrichir à chaque séance. Ils vont augmenter leur capital, ce que j'appelle leur score. Et les points, je leur donne pour différentes raisons. Je leur donne des points par équipe et des points individuels pour, par exemple, de la qualité de travail fourni, de la qualité, de la quantité, mais aussi du respect des livrables. Je leur demande par exemple, quand on utilise une plateforme à distance, une plateforme Moodle, je leur demande par exemple de produire des questions. J'évalue la qualité des questions. Donc j'évalue la pertinence de leurs questions. Je leur demande de produire des questions sur leur propre chapitre, sur les chapitres des autres. Je leur demande aussi de corriger. Donc il y a toute une série d'exercices qui me permet de les évaluer. Et à la fin, j'obtiens un score. Donc il n'y a pas de maximum. Donc l'avantage du score par rapport à la note, c'est que j'ai pas de maximum. Je peux leur mettre autant de points que je veux. Et ils peuvent, dans une séance, acquérir peu de points et dans une autre séance, en avoir beaucoup. Et à la fin, on transforme les scores en notes sur 20. Voilà, donc donc je dirais quand même, quand je regarde aujourd'hui ce que je fais, mon contrôle continu, dans le contrôle continu, le nombre de points qu'ils vont acquérir grâce à leur niveau de connaissance, ça correspond qu'à la moitié. Donc il y a à peu près la moitié de leurs points en contrôle continu, c'est du contrôle de connaissance. La deuxième moitié, c'est plutôt lié à leurs compétences. Alors que à l'examen, le pourcentage de points qu'on leur donne attribués au niveau de connaissance est plus élevé. Et donc, pour bien comprendre comment se déroule une séance type, pendant une séance, ils vont travailler en équipe pour produire le contenu. Et une fois que le contenu est produit, il est présenté à toute la classe ou c'est quelque chose qui est envoyé à tous les groupes? Ouais. Alors, c'est très compliqué de répondre à cette question parce qu'il n'y a pas de séance type. Elles sont toutes différentes. Donc, mon module dure 14 semaines. Donc, je rencontre mes étudiants 14 fois dans l'année. 14 fois 2 heures. 13 ou 14 fois 2 heures. Et les séances durent 2 heures. Et il n'y a pas de pause. Par exemple, c'est de 8 heures du matin jusqu'à 10 heures ou de 10 heures à midi en général. Ça dure 2 heures et pendant 2 heures, il se passe toujours des choses différentes. Les premières séances, les 7 à 8 premières séances, c'est de la production. Donc là, ils vont travailler sur leur chapitre, produire du contenu, produire des questions. Et dans je dirais la deuxième partie du semestre ou le dernier tiers du semestre, là, on va travailler davantage sur les questions. Et donc le prof devenu élève, donc moi, je vais répondre à leurs questions et ils vont essayer de comprendre mes réponses. Donc en fait une séance, alors il n'y a pas de séance type, mais on y trouve quand même des exercices qui se répètent. Par exemple, quand une séance dure 2 heures, là, ce qui est certain, c'est que les 10 premières minutes, c'est toujours un exercice différent. Donc si le cours commence à 8 heures, de 8 heures du matin jusqu'à 8h10 ou 8h15, les 10 à 15 premières minutes, ils ont toujours la surprise de ce qui va se passer. Ils savent pas ce qui va se passer. Donc si je les rencontre 14 fois, il y a 14 séances différentes. Donc on peut leur faire des QCM intelligents, des questions inversées, des tableaux tournants, des quiz. Donc j'ai toute une série d'exercices qui vont les surprendre, qui vont les mettre en énergie. Et ces exercices vont faire qu'au bout de 10 minutes, ils sont chauds, quoi. Ça veut dire qu'au bout de 10 minutes, comme ils sont chauds,
je peux ramasser aussi des choses, donc ça veut dire que je peux aussi attribuer des points pendant ces petits exercices. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, lorsqu'ils vont se mettre à travailler de manière autonome en équipe, ben ça roule quoi. Tout de suite, ils sont au travail. Alors que si à 8 heures, certains sont pas très réveillés à 8 heures, mais s'ils rentrent dans la salle et qu'ils se mettent en équipe et qu'à 8h01 ou 8h02, je leur dis bon, c'est bon, vous pouvez y aller, il va me falloir un quart d'heure avant de les secouer, hein, parce que il y en a qui mettent du temps à se réveiller. Donc mes exercices de début de cours servent à la fois de brise-glace, de mise en énergie, et en même temps, comme ils savent pas ce qui va se passer, ils ont pas ce côté un peu du rituel. Je m'installe, je déballe mes affaires, le prof s'installe au tableau, bonjour, au revoir, enfin tout ça. Il y a pas ce côté-là un peu, plus lent, on va dire. Ensuite, il y a beaucoup d'exercices en équipe, donc moi je passe entre les équipes, je suis disponible, je réponds à leurs questions. Ça dépend ce que je leur demande de faire. Est-ce qu'ils sont en train de produire des chapitres? Est-ce qu'ils sont en train de s'interroger entre eux? Donc je leur donne quand même des consignes. Et de temps en temps, j'arrête ma classe renversée pendant un quart d'heure. Donc je leur dis stop, on s'arrête. Et là, pendant un quart d'heure, parce qu'ils sont bloqués sur un problème, je leur propose de leur refaire un cours normal, un cours magistral, mais un quart d'heure. Et là, pendant un quart d'heure, je vais au tableau, je redeviens le prof, et je vais leur expliquer en un quart d'heure ce qu'ils pourraient mettre 2 à 3 heures à faire tout seul, quoi. Donc pendant ces quarts d'heure de cours magistraux, ils sont super attentifs, hein. Il y a les 70 élèves, il y en a pas un qui regarde ailleurs, parce qu'ils savent que pendant un quart d'heure, c'est le temps maximal d'attention, hein. Ils savent que pendant un quart d'heure, des fois 20 minutes, mais ce que je vais leur apporter, ça va leur faire gagner beaucoup de temps. Et après, j'arrête et ils repartent dans des exercices plus en équipe et autres. Et à la fin du cours, les 3 dernières minutes, jamais ils ne quittent ma salle sans évaluer la séance. Ça, c'est obligatoire. Et les résultats de ces évaluations, d'ailleurs, on les trouve sur mon blog en ligne. Donc, quand ils quittent la salle de classe, eh bien, ils doivent écrire sur un petit bout de papier quel est le point du cours qu'ils ont préféré et pourquoi. Et en dessous, quel est le point du cours, le moment de la séance qu'ils ont le moins aimé et pourquoi. Et donc, ce qui fait que ils vont évaluer la séance, mais en fait, ils vont tous me mettre 10 sur 20 parce que ils vont obligatoirement me donner un 20 sur 20 et un 0 sur 20. Et ça, c'est super intéressant parce que je leur renvoie ils récupèrent le résultat de ces évaluations, chaque cours. Et donc, quand vous finissez le cours et que vous avez 70 avis positifs et 70 avis négatifs, les avis positifs, ça vous conforte à continuer. Vous dites, tiens, bon, ça leur plaît, je continue. Tandis que les avis négatifs, alors, si certains ont un fort pourcentage, hein, s'il y a qu'un seul élève sur 70 qui est pas content d'une certaine chose, vous le changez pas. Mais si vous avez la moitié de vos étudiants ou 25% qui trouvent que tel type de chose, d'exercice ne lui a pas plu, était trop long et autres, vous pouvez le modifier. Donc les critiques négatives, qui restent bienveillantes, elles vous permettent de continuer à améliorer la séance suivante. Qu'est-ce que, selon vous, cela vous a apporté dans votre posture d'enseignant? Parce que j'ai l'impression que ça vous demande tout de même un investissement très important. Est-ce que vous avez l'impression d'y avoir gagné, de vous être nourri différemment? Qu'est-ce que cela vous a apporté? Alors il y a 2 choses. Il y a d'abord l'investissement et puis la posture. Sur l'investissement, c'est surtout la première année où c'est un gros investissement. La première année, très clairement, pour créer le cours, les méthodologies, et ça m'a pris... mettons que si une année normale, je travaille 100% avec mes élèves, 100% de mon temps, la première année, cet enseignement, il m'a pris 130%, on va dire. J'ai dû vraiment investir, préparer, vérifier. Mais dès la deuxième année, je suis revenu à 100%. C'est-à-dire que j'ai pas plus d'investissement aujourd'hui en faisant ce que je fais que en préparant un cours, en l'actualisant, en faisant cours et en corrigeant des copies. L'autre chose qui est intéressante par rapport au temps, c'est que l'innovation pédagogique que j'ai proposée à mes étudiants ne leur demande pas plus de travail qu'un cours normal. Et ça, c'est super important à avoir en tête parce que si dans un cours normal, un élève travaille 1 heure en classe et que vous estimez qu'il travaille une demi-heure chez lui, donc ça veut dire que ça lui fait 1h30 de boulot, quelle que soit l'innovation pédagogique que vous lui proposez, il faut pas que ça dépasse 1h30. Parce que si vous dites aux élèves, vous allez travailler sur des documents chez vous pendant 1 heure ou 2, ensuite il y aura le cours pendant 1 heure, puis après il y aura encore du travail chez vous à vérifier, les élèves vont comprendre que ça leur coûte 4 à 5 heures de boulot.
au lieu d'1 heure et demie. Donc, même si l'innovation pédagogique leur plaît, ils vont résister. Donc, la gestion du temps, elle est particulièrement importante pour l'enseignant et elle est importante aussi pour l'élève. Donc ça c'est vraiment important à savoir. Après, la posture, c'est aussi une chose vraiment importante parce que si vous proposez une innovation pédagogique, mais vous ne changez pas de posture, bah vous courez à la catastrophe. Par exemple, si moi, je demande à mes élèves de construire le cours, d'aller au tableau, de faire un exposé de 5-6 minutes, et puis je joue le rôle de l'élève. Il faut vraiment jouer le rôle. C'est-à-dire que si mes élèves au tableau, au moment où ils vont expliquer quelque chose, font une erreur d'entrée, eh bien moi je joue le rôle de l'élève. Je leur dis ah bah j'ai pas compris cette partie-là. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Je joue le jeu de l'élève qui a pas compris. Et eux, comme ils ont du mal à m'expliquer la chose, ils se rendent compte que peut-être que leur explication n'est pas bonne. Parce que j'ai changé de posture, je me suis transformé en élève. Alors que si je leur dis construisez le cours par vous-même, ils vont au tableau et tout de suite je vois qu'il y a une erreur et que je leur dis attendez là avant de commencer, faudrait peut-être me corriger ce truc-là à droite ou alors ça marchera une fois, mais la deuxième fois ils me diront écoutez faites le cours vous-même quoi parce que donc il faut aussi jouer le rôle. Moi je leur permets de faire des erreurs et j'utilise les erreurs qu'ils font pour déclencher une discussion. Donc si je m'aperçois que ils ont dessiné un chromosome de bactéries qui ressemble à un chromosome humain, eh bien je leur dis pas ah non vous avez dessiné un chromosome humain. Moi je vous parle d'un chromosome de. Je leur dis non, je leur pose des questions sur le chromosome de bactéries, ils sont incapables de me répondre parce que ça marche pas puisqu'ils ont dessiné un chromosome humain. Donc il y a un moment il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc ils s'en rendent compte par eux-mêmes. Et s'ils s'en rendent compte par eux-mêmes, ils corrigent par eux-mêmes et ils vont le retenir plus longtemps. Alors que si je leur, vous savez, ils font une faute d'orthographe. Par exemple, ils vont écrire les pommes, E-N-T. Donc moi, je leur dis non, les pommes, c'est un S, parce qu'un substantif, on met un S. E-N-T, c'est pour les verbes. Alors, ils vont corriger, mais ils vont l'oublier. Alors que si je leur dis, tiens, c'est bizarre, vous avez écrit les pommes E-N-T, c'est la première fois que je vois ça, j'ai pas très bien compris. Alors, ils vont chercher une explication. Alors, ils vont me dire, bah oui, monsieur, il y a plusieurs pommes, donc c'est E-N-T. Ah bon donc par exemple, je sais pas moi, comment vous écrivez les roues par exemple, E-N-T. Ah ben non, mais un S, voilà, je comprends pas. Donc vous enclenchez une discussion et à un moment ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui bloque, quoi. Donc moi je fais la même chose en génétique. Et comment les étudiants y réagissent quand vous leur proposez cette nouvelle pédagogie? Avant de démarrer la classe renversée, je les réunis toujours 1 heure, 1 heure et demie, souvent la première semaine, une semaine avant, et je leur explique ce qui va se passer. Je leur dis voilà, c'est moi votre prof de génétique, donc voilà un peu ce que je vous propose, et je leur dis pourquoi. Donc je leur explique que j'ai envie qu'ils soient plus acteurs, voilà, que j'ai envie que ce soit un peu moins scolaire. Donc je leur donne les raisons de l'innovation, puis après je leur explique la méthode. Donc on passe 1 heure et ils me posent des questions. Donc au bout d'1 heure, ils ont compris ce qui va se passer. Et là, je leur demande de voter. Je leur dis, est-ce que vous voulez y aller ou pas? Parce que si vous voulez pas y aller, moi, je vous fais un cours normal. Donc, il n'y a pas de problème. Je vous ai fait une proposition. Et depuis 9 ans que je fais ça, le résultat des élections est toujours le même, en fait. J'ai pas besoin de faire de sondage, moi, avant les élections. J'ai toujours le même résultat. J'ai toujours 10 à 15% de mes élèves qui résistent et qui veulent pas. 10 à 15% de mes élèves qui disent non, c'est intéressant votre truc, mais nous, on veut un cours normal. Et ces élèves-là, ce sont les élèves que souvent on appelle les bons élèves, alors que tous les élèves sont bons, mais ceux-là on les appelle les bons élèves parce qu'en fait, ils ont des bonnes notes, parce qu'en fait, ils aiment bien l'école et parce qu'en fait, ils sont adaptés au système. Donc vous leur proposez de changer les règles. Alors eux, ils ont vite compris qu'au lieu d'avoir un 18/20 individuel, ils risquent d'avoir un 14/20 collectif. Et ça leur plaît pas. C'est comme si vous dites au football, à partir de maintenant, en innovation, on a le droit de prendre le ballon à la main. Ben, ça sera les joueurs comme Ronaldo et Messi qui vont pas être contents, hein, parce qu'ils vont d'un seul coup, ils vont se retrouver ne plus être les meilleurs joueurs du monde. Et d'autres joueurs qui étaient plus faibles vont devenir meilleurs qu'eux. Donc 10 à 15% des élèves résistent. Alors j'ai pas trop de problème avec ces élèves parce que comme ils sont bons, pendant la classe renversée, ils vont jouer le jeu. Ça veut dire que d'un seul coup, j'ai toujours 20% de problèmes, mais avec des élèves qui sont adaptés. Donc, je les remets dans le système. Alors qu'avant, dans un cours normal, j'avais 20% de problèmes avec des élèves qui décrochaient.
mais je pouvais faire ce que je voulais, j'arrivais jamais à les remettre dans le système. Donc je préfère avoir des problèmes avec des élèves que je peux récupérer dans les actions que d'autres. Et puis j'ai 10 à 15% d'élèves aussi qui adorent ça, c'est-à-dire que dès que je leur propose ça, ils se disent waouh, enfin ça va être super. Les cours ils vont avoir de l'allure quoi. Et donc quand vous retirez les 2 fois 15 ou les 2 fois 20, il reste 60% d'élèves à peu près, 70% d'élèves. Ceux-là ils se disent on va voir quoi. Donc, allez, plus de 2 tiers des élèves se disent on va voir. Et quand vous avez terminé, à la fin, je leur fais des évaluations. Donc, quand le semestre est terminé, et là, je viens de publier, il y a 15 jours sur mon blog, sur EducPro, je viens de publier le retour des 70 étudiants. Et donc là, vous voyez un peu ce qu'ils ont trouvé de positif et de négatif. Et chaque élève trouve du positif et du négatif dans la méthode. Mais vous continuez quand même à la faire, à la continuer. C'est-à-dire que elle évolue. Donc là, vous avez évoqué mon ouvrage tout à l'heure au début de l'interview. J'ai écrit un livre. D'ailleurs, quand j'ai écrit ce bouquin-là, ça faisait déjà 3 ans que la classe renversée avait commencé. Aujourd'hui, elle a au moins 4-5 ans de plus que le bouquin et ça évolue. Et il s'est passé en même temps 1 an et demi de classe renversée à distance. Parce que j'ai dû l'adapter en distanciel quand il y a eu les confinements. Donc à distance, j'ai dû la transformer, créer des exercices que je ne faisais pas en classe. Et certains de ces exercices étaient moins performants à distance qu'en présentiel. Donc ceux-là, j'ai arrêté de les faire à distance et je les fais en présentiel depuis qu'on est revenu en classe. Par contre, il y a des séquences et des types d'exercices que j'ai faits à distance qui ont super bien marché. Je continue à leur proposer aujourd'hui, alors que les élèves sont en présentiel. Donc en fait, ce que j'ai fait cette année, c'est une hybridation. Donc ma classe renversée, elle est revenue en présentiel, mais il y a beaucoup de séquences, je sais pas, 10 à 15% que j'ai gardé en distanciel, parce que je me suis rendu compte qu'à distance, en utilisant des plateformes numériques, je pouvais leur faire des choses vraiment intéressantes qui ne fonctionnent pas en classe. Donc ça évolue. Ouais. Quels sont les bienfaits que vous avez observés chez les étudiants avec cette nouvelle façon d'enseigner par rapport au cours magistral classique ? Le premier bienfait, mais je l'avais observé dès le début, c'est qu'ils voient pas le temps passer. Donc le cours commence à 8h et à 10h, je leur dis il faut sortir là parce que moi j'ai autre chose à faire quoi. Et eux ils ont un autre cours. Donc il faut les mettre dehors déjà. Alors que je peux vous dire que quand vous faites 2 heures de cours 2 heures de cours normal, on va dire, ou de cours normaux, ça dépend si vous accordez avec cours ou avec les heures, eh bien les élèves ils regardent leur montre quoi, et à -5 ils sont tous partis. Donc comme ça leur plaît, eh bien ils voient le temps passe plus vite. D'ailleurs j'ai une collègue qui travaille avec moi, donc c'est une jeune chercheuse, elle est franco-américaine, elle travaille dans mon équipe, et cette collègue, elle étudie une dizaine de profs dans mon université qui enseignent des matières différentes avec des élèves de niveaux différents, et il y a aucune relation entre ces profs. Il y a des profs de sciences humaines sociales, des profs de biologie, des profs de droit, de gestion, vraiment des profs très différents. Et leurs innovations pédagogiques sont très différentes. Des classes inversées, du serious game, des apprentissages par problème. Il y a tout est différent. Le seul point commun entre ces 10 profs, c'est que pendant le cours magistral, ils utilisent des méthodes collaboratives. Ça veut dire que pendant leur cours, ils mettent les élèves en groupe, en équipe, et ils les font travailler en équipe. Et elle, ma collègue, elle mesure le niveau de motivation et d'engagement des élèves. Et elle montre, là elle va soutenir sa thèse de doctorat, elle montre que quand vous mettez des élèves en travail collaboratif, quelle que soit la matière, quelle que soit la méthode, vous augmentez de manière significative leur motivation et leur engagement. Autrement dit, un élève qui aime pas les maths, il va trouver du plaisir à faire des maths. Et après, il y a d'autres chercheurs qui disent on apprend bien quand on aime. Donc, est-ce que c'est lié, pas lié? En tout cas, c'est difficile d'apprendre quand on n'aime pas. Et donc, on se dit que un autre bienfait pour les élèves, c'est que il y a certains moments, ils vont apprendre des choses en souffrant un peu moins. Mais enfin, il faut pas non plus être utopiste, parce que il faut quand même souffrir. Moi, je leur dis aux élèves, vous fabriquez le cours, on travaille de cette manière-là, mais il faut quand même apprendre vos cours à la maison, parce que on peut pas apprendre sans souffrir. C'est comme si vous voulez faire du sport, quel que soit le sport, il y a un moment, faut souffrir. Il y a un minimum d'entraînement, quoi.
Voilà, donc voilà, ça fait partie des bienfaits. Puis pour certains autres élèves, il y a des bienfaits d'un niveau supérieur. Ils se rendent compte que ils peuvent interagir de manière différente, ils provoquer des choses chez les autres, ils augmentent des compétences, des soft skills et autres. Et il y a un chercheur américain qui s'appelle Salman Khan. C'est un chercheur américain d'origine indienne. C'est lui qui a créé la Khan Academy. C'est des cours en ligne. Et lui, il a écrit un bouquin qui est magnifique, qui s'appelle L'éducation réinventée. Il doit être quelque part sur mon bureau. L'éducation réinventée. Salman Khan, lui, il dit que la compétence majeure attendue par la société, la compétence numéro 1, attendue par les entreprises, les institutions, enfin, bref, les gens qui vont vous employer, ou vous, si vous employez des collègues, c'est la capacité qu'a un collègue à aider son collègue. Autrement dit, on se rend compte qu'un élève qui aide son camarade de classe, qui va l'aider pendant les cours, ça devient un collègue plus tard qui va aider ses collègues, en tout cas qui va favoriser le travail collaboratif. Et l'éducation, elle est beaucoup trop focalisée sur l'évaluation individuelle. On met des notes individuelles, des moyennes, des classements. Vous avez votre diplôme individuel. Donc c'est bien, on forme l'élève au fur et à mesure. Et il se rend compte quand il fait de l'alternance, quand il va en stage ou quand il est ailleurs qu'en classe, on va lui demander savoir faire d'autres choses, quoi. Et donc si on peut déjà pendant les acquisitions de savoir les mettre dans des situations où ils travaillent en collaboratif, on commence à les entraîner un peu plus jeunes, quoi. Donc moi je pense que on est dans une société aujourd'hui qui favorise de plus en plus l'individualisme. Si l'éducation renforce ce côté de sélection, parce qu'il y a des élèves, vous les valorisez pendant toute leur scolarité, vous les valorisez par rapport à leurs compétences individuelles, leurs notes, mais il faut valoriser les gens par rapport aussi à des compétences collectives. Et quand une équipe de football est championne du monde, tout le monde n'a pas marqué des buts, tout le monde n'a pas joué tous les matchs, mais tout le monde a contribué à la victoire. Alors il faut les deux. L'hybridation, c'est aussi comment j'hybride le travail individuel avec le travail collectif. Comment j'hybride l'innovation pédagogique avec le cours académique. Parce que ce que moi j'observe, et j'y crois vraiment profondément, c'est que les classes renversées, toutes ces méthodologies, elles sont pas là pour remplacer le cours magistral. D'ailleurs, les gens qui disent c'est vraiment bien votre façon de faire, franchement, il faut arrêter d'enseigner de manière classique. Moi, je trouve que c'est une aberration parce que un élève qui prend du plaisir dans une innovation pédagogique, il va retrouver du plaisir dans un cours magistral. Donc moi, quand je fais 15 minutes ou 20 minutes de cours magistral, mais ils adorent ça, hein. Et quand ils vont écouter un autre prof qui fait que du cours classique, ils vont poser des questions. Autrement dit, l'innovation pédagogique, la classe renversée par exemple, non seulement elle s'oppose pas au cours magistral, mais elle le renforce. Autrement dit, ça peut paraître paradoxal, mais la meilleure façon de renforcer l'enseignement classique, c'est de faire de l'innovation pédagogique. Et pas d'opposer les choses. Les gens qui vous diront faut arrêter l'enseignement classique et faire de l'innovation pédagogique n'ont rien compris, quoi. Ils sont en train de vous réinventer une autre façon de torturer les gens, parce que si tous les élèves ne faisaient que de la classe renversée, ils viendraient ma boule à la fin. Il faut faire les deux, quoi. Mais on voit tout de même que le modèle unique d'enseignement basé sur la transmission de savoir uniquement est tout de même limité. Il est dépassé. Le modèle unique, il est dépassé. C'est comme si vous adorez le cassoulet ou le couscous et qu'on vous en sert à l'entrée, en plat de résistance et en dessert. Et à un moment, vous en avez marre du cours magistral. Donc moi, je fais des pauses, je donne des surprises. Il faut varier son alimentation. Donc il faut varier sa façon d'apprendre. En fait, on dit qu'il faut une alimentation équilibrée. Et moi je pense qu'il faut une éducation équilibrée aussi, et pas du gavage. Mais oui. Et je suppose qu'en plus, même pour vous, ça laisse libre cours à votre créativité. Justement, ça c'est super intéressant parce que ça permet aux profs à titre individuel ou en équipe, parce qu'on peut innover en équipe, hein. Nous on a dans l'université où je travaille, on organise des ateliers pédagogiques, on travaille avec des profs de matières différentes et on s'inspire les uns les autres.
Donc moi, ça m'arrive de construire des séquences pédagogiques pour une collègue qui enseigne dans un autre domaine. Et donc moi, je suis prof de biologie, mais je vais inventer des scénarios pédagogiques en droit. Et j'ai des collègues qui sont profs de langue qui vont m'aider à créer des scénarios pédagogiques en biologie. Donc il y a comme si on était des cuisiniers, des pâtissiers, des gens de spécialités différentes, et on apprend à travailler ensemble. Donc ça, il faut de la créativité. Et la créativité, c'est pas seulement les profs, c'est aussi les élèves, parce que l'éducation, de manière générale, à part la maternelle, hein, mais après la maternelle, ça se gâte dès qu'on arrive en cours préparatoire. À partir de la maternelle, les façons d'éduquer les élèves font que ça se fait souvent et progressivement au détriment du développement de leur capacité d'observation ou de créativité. On leur demande d'obéir à des règles, d'apprendre des choses, de les comprendre, de poser des questions, de les restituer. On vérifie avec des exercices s'ils ont compris, et après on les met en situation, travaux pratiques, stages, pour voir s'ils s'adaptent. Donc il y a tout un système qui marche très bien. C'est assez linéaire, ça marche super bien. Par contre, vous avez des élèves, au fur et à mesure de leur scolarité, ils ont perdu tout sens de l'observation ou de la créativité. Donc un élève à qui vous mettez 18 sur 20, vous devez lui expliquer pourquoi vous avez enlevé 2 points. Alors il va comprendre pourquoi vous avez retiré 2 points. Il va essayer d'avoir 19 la prochaine fois. Ou alors vous allez faire une correction, puis il va vous dire c'est ça la bonne réponse. Parce que pour lui, il y a une bonne question, une bonne réponse. Alors si vous lui dites ah ben non, il y a plusieurs réponses possibles, alors il est perdu. Ah bon, il y a plusieurs réponses, je dois mettre laquelle? Parce que c'est binaire, hein, c'est faux ou c'est vrai. Et donc donc vous lui dites mais quand tu vas travailler ou quand tu vas être en stage, les gens avec qui tu vas bosser, ils connaissent pas les réponses aux questions qu'ils vont te poser. C'est pour ça qu'ils vont te payer d'ailleurs. Donc si tu dis ah ben non, ça je l'ai pas étudié, ça je sais pas, ou alors ton patron ou ta patronne te pose une question, tu lui donnes une réponse et tu lui dis c'était ça la bonne réponse. Il va te dire j'en sais rien, moi c'est pour ça que je te paye pour que tu me. Donc il faut aussi. Alors il y a les deux bien sûr. Hein. Il y a les deux. Je caricature un peu, mais il faut aussi les mettre dans des situations où on leur dit la bonne réponse je la connais pas, et il faut aller observer. Quoi. Donc moi je leur pose, comme je suis dans la classe renversée, comme je suis l'élève, je peux leur poser des questions dont j'ai pas la réponse. Alors je leur dis je comprends pas pourquoi on a trouvé des vaccins aussi rapidement contre le coronavirus et contre le virus du sida, on n'y arrive pas quoi. Alors que c'est tous les deux des virus à ARN. Ou alors je leur dis le virus Ebola par rapport au virus de la grippe, il y a quelque chose qui me perturbe. Alors ils me disent vous nous donnerez la réponse une fois qu'on vous aura fait une proposition. Je leur dis non, si je vous pose la question, c'est que j'ai pas la réponse. Alors après, quand ils me proposent des réponses, je vérifie avec eux, je vais aller voir quand même. Ah, c'est super. On arrive déjà à la fin de notre conversation. Et comme je vous le disais avant l'enregistrement, il y a beaucoup d'enseignants qui nous écoutent, qui sont en école primaire, maternelle, secondaire, qui seront très certainement très inspirés par votre travail. Est-ce que vous pourriez nous dire si cette pédagogie, elle peut s'appliquer dès le plus jeune âge? Et aussi, si vous avez un endroit où ils peuvent retrouver vos ressources pour aller expérimenter ça dans leur classe? Moi, je crois que, non seulement je crois, mais je l'observe, parce que on travaille, j'ai une équipe avec moi, on est plusieurs enseignants, on travaille avec plusieurs méthodologies différentes. On travaille avec des écoles primaires, des lycées, des collèges. On travaille pas seulement avec des universités. Donc, on fait des ateliers pédagogiques dans des tas d'établissements. Et je m'aperçois que finalement, ces méthodes collaboratives, elles marchent beaucoup mieux justement en primaire, lycée, collège et dans certaines matières. Et elles marchent aussi beaucoup mieux dans des endroits où les publics sont plus difficiles. Parce que finalement, des fois, moi, on me dit ah oui, mais toi, tu travailles à l'université, tes élèves, ils ont 20 ans, 21 ans, ils sont adaptés. En fait, c'est le contraire. Mes étudiants, ils sont super adaptés au système scolaire. Oui. Et ils ont tous eu leur bac avec des mentions bien, très bien. Et donc, quand moi, je leur propose de l'innovation pédagogique, c'est pour les secouer un peu, quoi. Oui. Parce qu'eux, ils demandent que du cours normal. Alors que si j'ai enseigné dans des milieux plus difficiles, c'est le cours magistral qui passerait pas. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que ça fonctionne avec tous les types de publics. Ça fonctionne quelles que soient les matières, quels que soient les niveaux. Bien sûr, c'est plus compliqué quand vous avez des programmes très très remplis
un temps limité, des examens nationaux ou bien beaucoup d'élèves, mais c'est pas impossible. Donc il y a des éléments qui ne favorisent pas, mais vous savez, vous pouvez être hyper innovant même dans un contexte très compliqué. Et vous pouvez ne pas être innovant du tout devant 10 élèves alors qu'on vous donne de la liberté. Donc il y a des profs, ils sont un peu ennuyeux à mourir alors qu'ils ont plein de possibilités de liberté. Voilà. Et donc pour la deuxième partie de votre question, la façon la plus simple de trouver ces infos, c'est de taper mon nom dans les moteurs de recherche. Si vous l'orthographiez bien, il est un peu compliqué parce qu'il y a 2 i de chaque côté des 2 L, mais vous allez le trouver facilement. Et donc vous trouvez facilement mon nom et puis de là vous tombez sur mes blogs, les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn ou autre, Super. ou sur EducPro. C'est assez facile de me trouver en ligne. Je mettrai toutes les références dans la description du podcast. Merci beaucoup Jean-Charles, c'était passionnant et bravo pour ce que vous faites, c'est très très inspirant. Et merci à vous de m'avoir invité, d'avoir pu partager cela avec vous. À bientôt. Au revoir.